Bonjour Hugo Frey. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien, Hugues, là? Oui, si je vous entends bien, oui, je vous entends bien. Bon, parfait. Alors, Hugues, merci tout d'abord de nous recevoir pour cette interview. La première question qu'on a envie de vous poser, on sort des élections américaines. Vous, qui êtes un fin ligné sur les États-Unis, qu'avez-vous pensé de ce comeback de Trump aux États-Unis? C'est très délicat parce que les deux avaient des fortes personnalités. L'un, on connaît Trump, on le connaît bien déjà. On sait ses qualités, on sait ses défauts. Ses qualités, c'est une énergie exceptionnelle, un savoir, un contact populaire très important. L'autre, on la connaissait moins, donc elle était charmante et elle nous promettait des choses très agréables. Bon, c'était pile ou face. Hein. Le public, le peuple américain a choisi Trump. Eh bien, moi, je suis démocrate par nature. Ouais. Je pense que le public ne se trompe guère. Je viens de prononcer un mot qui, s'il devait y avoir une guerre, je pense qu'il faut avoir quelqu'un de très costaud au gouvernement s'il devait y avoir une guerre. Et donc voilà, peut-être que le public la population a vu en Trump un homme costaud. Il a des défauts, mais tous les gens ont des défauts, hein, c'est ça. Alors il y a les défauts, ceux qui sont trop forts et ceux qui ne sont pas assez forts. Alors Hugues, vous êtes actuellement en tournée avec votre spectacle. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir sur scène? Qu'est-ce que le public va pouvoir voir sur scène avec cette nouvelle tournée? Je suppose qu'il va y avoir tous vos tubes. Oui, bien sûr. Alors, la réponse, pour être rapide, c'est carrément démocratique, c'est 50-50. Il y a 50% des chansons qui sont dues au public parce qu'ils les attendent et que les gens ils ont payé parce qu'ils m'aiment bien. Moi je les respecte. Je ne renie pas du tout mon passé, donc je vais chanter les chansons qu'ils attendent, ce que vous appelez vous et que moi je n'appelle pas tube, parce que j'ai jamais. Je trouve que c'était un mot qui était inventé à l'époque des yéyés, que je déteste. C'est vrai. Je déteste le mot yéyé et je déteste cette époque-là. On avait ce qu'on appelait un tube. Moi, j'ai jamais eu de tube. J'ai des chansons qui ont du plus de succès que d'autres, mais c'est tout. Alors, les tubes, c'est donc les chansons standards. Là, on peut dire standard. C'est pas un gros mot. Tube, c'est un gros mot parce que c'est pas un mot convenable. Donc, je vais chanter mes standards, c'est-à-dire Céline, Santiano, le petit Angry, etc. Dès que le printemps revient, les chansons que les gens aiment, ils connaissent et qu'ils attendent de moi. Bon. Et Stubble et tout ça. Et après, je considère que par honnêteté, un artiste, c'est pas un artisan. Un artisan, il doit faire strictement ce que le client lui a demandé. Hein. Mais l'artiste, il doit pouvoir aussi imposer son travail, ce qu'il aime lui. Van Gogh a passé son temps à peindre de la façon qui lui paraissait lui donner du bonheur à lui. Et il n'a jamais fait de la peinture pour les galeries. La plupart des gens qui ont du succès en matière d'art sont des gens qui font des choses pour le public. Ils disent « Ah, ça, c'est ça, ils vont aimer ça, je vais faire ça. » Bien non, moi, je fais ça parce que je l'aime. Voilà. Si le public l'aime, c'est très bien. Alors donc, moi, 50% de chansons anciennes que les gens vont retrouver avec plaisir et 50% de découvertes de chansons inattendues qui vont découvrir et qui vont adorer. Alors, combien de musiciens avec vous sur scène pour cette tournée, Hugues? Quatre musiciens, donc, dont le chef Georges Augier de Moussac fête cette année la 50e année avec moi, 50 ans. C'est vous dire que je suis assez fidèle en matière d'amitié. Et il se trouve que c'est Georges Augier de Moussac, c'est une famille d'origine évidemment noble,
mais d'origine de Toulouse. Voilà. Oui, parce que vous aussi, vous êtes originaire du sud-ouest, Hugues. Moi, je suis un homme du sud-ouest. C'est évident. Ma mère porte un nom qui est béarnais, puisque maman s'appelle Amiel de Cobios d'Andiran. Cobios, c'est à côté de Pau, et Andiran, c'est à côté de Nérac. Ma mère est complètement d'une vieille famille, très très vieille, qui remonte au XIIe siècle, une vieille famille béarnaise, une vieille famille noble béarnaise. Je suis un Béarnais par ma mère et un Breton par mon père. Parce qu'Aufray, c'est breton. Oui, parce que vous avez vécu dans le Tarn, vous êtes très attaché à la ville de Sorèze, qui est dans le Tarn, pas loin de Toulouse. Sorèze, j'ai beaucoup plus qu'une histoire. J'ai vécu pendant la guerre. Maman a trouvé... quand les Allemands ont envahi la France en 1940, et nous étions à ce moment-là à Saint-Jean-de-Luz. Et mon père a dit, il ne faut pas rester en zone occupée. Elle a dit à ma mère, il faut que tu te trouves une maison en zone libre, et où il y a un endroit où il y a une école pour tes enfants. En fait, mon père, lui, était en train de divorcer au moment de la guerre, mais c'était un brave homme, il ne nous a pas laissé tomber, et il a dit à ma mère, voilà, alors maman a loué une maison dans le Tarn, dans un village qui s'appelle Sorèze, où il y a le collège de Sorèze, qui est un collège historique, formidable, et qui actuellement, c'est une honte, ça fait partie des choses lamentables que les Français acceptent. Le collège de Sorèze est fermé depuis maintenant 30 ans. Alors, c'est pour moi un crève-cœur, parce que je suis resté 5 ans à Sorèze. J'ai fait mes études, 6e, 5e, 4e, 3e, et j'ai commencé la seconde, mais je suis parti après rejoindre mon père en Espagne. Alors, le Tarn, cette année dans le Tarn, je peux vous dire que je suis très attaché à cette région où on était très tranquille pendant la guerre. Alors c'est à cette époque, c'est à Sorèze que l'envie de devenir chanteur est arrivée. Moi vous le savez, je l'ai déjà dit et je vais vous le redire, quand j'avais 12, 13, 14 ans, quand j'étais à Sorèze, mon frère aîné savait qu'il préparait Polytechnique, il était un scientifique d'ailleurs. Sur mes conseils, il va partir aux États-Unis en 1948, parce qu'en 1948, la France c'était une catastrophe, il y avait des grèves partout. Donc il a fait une carrière brillante aux États-Unis. Le second frère, lui, est parti avec lui au Canada, il a suivi, parce qu'il voulait faire une carrière de chanteur d'opéra, et malheureusement, mon frère s'est suicidé pour des questions une déception amoureuse qui était tout à fait, qui m'a beaucoup marqué, parce que c'est mon frère qui m'avait élevé dans l'absence de mon père. Mon frère Francesco, qui avait la plus belle voix dans sa catégorie basse d'opéra, aurait fait une carrière mondiale. Il avait un physique magnifique et une voix magnifique. Bref, je ne voulais pas du tout être chanteur quand j'avais 12, 13, 14 ans. Je voulais être sculpteur, et je n'ai pas pu faire ça parce que mon père, divorcé, n'a pas accepté que de payer des études pour devenir un malheureux peintre qui ne peut pas vendre ses toiles. Et donc, je suis parti dans la musique par hasard, parce que revenant d'Espagne après 3 années, j'avais appris à jouer de la guitare et à chanter en espagnol, et j'ai trouvé tout de suite du travail à Paris dans des bars. Et puis après, il y a eu la rencontre avec Bob Dylan. Racontez-nous. Mais alors la rencontre avec Bob Dylan, j'étais à la limite de me dire que je vais arrêter ce métier de chanter dans les cabarets, jusqu'au jour où j'ai été à New York, parce que c'est en fait Maurice Chevalier qui a fait un casting, parce qu'il voulait emmener un jeune Français qui chante pour chanter à ses côtés à l'occasion d'un gala pour des enfants malades dans les hôpitaux.
aux États-Unis et il voulait emmener un petit Français avec lui. Il a fait un casting de 5 ou 6 personnes et c'est moi qui ai remporté le choix de Maurice Chevalier qui m'a emmené aux États-Unis pour 8 jours, nourri, logé. Et j'ai découvert l'Amérique et j'ai dit, bon, j'ai compris, je vais venir vivre en Amérique parce que c'est là que je me retrouve le plus chez moi. La passion des arts, il y a des musées magnifiques à New York, la peinture moderne, etc. Et j'ai surtout découvert le folklore américain, qui est un folklore d'une grande richesse, qui a notamment inspiré Bob Dylan, que j'ai découvert aussi. C'est en 61 que j'ai découvert Dylan. Il était inconnu du monde entier. J'ai chanté une chanson de Bob Dylan, j'ai ramené ça à Eddie Barclay quand je suis rentré à Paris. Ils ont pensé que j'étais fou. Et ils me disaient, mais c'est qui Bob Dylan? C'est quoi ce mec? Il n'a pas de voix, il ne sait pas chanter, on ne comprend pas ce qu'il dit, etc. Il dit, vous faites ce que vous voulez, moi je fais ce que je veux. Voilà, je fais mon petit chemin avec Bob Dylan, qui est passé à Paris il n'y a pas très longtemps et que j'ai pu revoir encore une fois de plus. Parce que vous savez que maintenant, pour s'approcher de Bob Dylan, c'est très difficile parce qu'il est extrêmement protégé. Ouais. Et les dernières années, là, je n'avais pas pu le rencontrer parce que j'étais en concert. Et là, sachant que j'étais dans la salle ce jour-là, il a dit à un producteur de trouver Hugo Frey dans la salle et dites-lui que je veux le voir après le spectacle. Alors d'ailleurs, sur scène, vous faites des reprises de Bob Dylan? Alors bien sûr. Parce que pour moi, le folklore américain, il est très riche parce qu'il est riche de plusieurs origines, plusieurs sources. Il y a les sources polonaises, juives, des sources allemandes, des sources tchèques, des sources sud-américaines aussi. Parce que aux États-Unis, on ne le sait pas, mais la deuxième langue, c'est l'espagnol. Moi qui ai passé 3 années en Espagne et j'ai passé mon baccalauréat en Espagne, j'étais content de découvrir cette musique américaine tellement marquée par la musique du peuple. Et il faut dire que le folklore, c'est la musique du peuple, c'est pas la musique des gens qui ont écrit aux marches du palais ou frère Jacques ou des chansons comme ça. C'est pas des gens qui ont fait ça pour gagner de l'argent, c'est des gens qui ont fait ça parce que ça leur plaisait. Ce sont des artistes, ce ne sont pas des artisans. Voilà. Et donc, j'ai trouvé le pays où il n'y avait plus de folklore en France à l'époque. Et tout de suite, les jeunes se sont jetés sur la musique américaine, c'est-à-dire à travers révisité par les Anglais, c'est-à-dire les Beatles, les Rolling Stones, tout ça. Et bon, cette musique-là ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la musique, comme vous dites, dans ce disque autoportrait. C'est très fort, mais c'est des chansons vraiment du folklore. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter l'origine du titre Santiano, qui a traversé le monde entier? Santiano, c'est une chanson qui a beaucoup voyagé, mais elle serait, suivant les études que j'ai faites, historiques, elle serait née d'une vengeance des Anglais contre les Américains au moment de la sécession, lorsque les Américains ont décidé de se séparer de l'Angleterre et de devenir un État, fédéral, ceux qui sont devenus. Il y a eu une guerre terrible et au cours de cette guerre, il y a eu une bataille célèbre, et à la suite de cette bataille qui était menée par un général mexicain qui luttait contre les Américains et qui s'appelait Santa Anna. Santa Anna, il a foutu la pâtée, il a massacré l'armée américaine. C'était Fort Alamo. À Fort Alamo, ils étaient 200 ou 300 Américains, et en face d'eux, il y avait 4 ou 5 000 Mexicains. Donc ils se sont fait massacrer. Et pour humilier les Américains, et ils ont rendu hommage au général mexicain qui s'appelle Santa Anna.
avec le temps, et les chanteurs et les marins qui se moquaient des Américains en ont fait Santiano. Et moi, j'en ai fait une chanson française. Alors la chanson Céline, pareil, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine de cette magnifique chanson? Cette chanson-là a des racines évidemment juives polonaises, ouais. Puisque c'est la musique, musique certainement d'origine folklorique, mais qui a été récupérée par Mort Schumann, et qui m'a apporté cette musique, et on a fait cette chanson, qui est devenue, mais qui n'a rien à voir avec je veux dire, c'est pas une traduction d'une chanson juive polonaise, non, c'est de la musique. Ouais. Mais si vous voulez, je vous dis tout de suite, puisque vous ne posez pas la question, Céline n'est pas le nom de ma sœur. Ma sœur s'appelait Pascale Audrey. C'est une actrice de cinéma qui avait eu son heure de gloire, notamment dans L'eau vive. Mais ce n'est pas elle qui m'a élevé, puisqu'elle était beaucoup plus jeune que moi. Elle avait 8 ans plus que moi. Ouais. Mais c'est plutôt mon frère. Le personnage humain qui incarne Céline, qui s'est sacrifié pour élever ses frères et sœurs. Ouais. C'est un peu mon frère Francesco qui est malheureusement décédé à 27 ans, parce qu'il voulait se marier avec une petite chinoise qui était amoureuse de lui. Et ils étaient prêts à vouloir se marier, les parents se sont opposés pour des questions religieuses. Alors, on va, si vous le voulez bien, aussi parler de cette chanson qui est d'actualité aujourd'hui, qui est encore plus d'actualité, c'est bien sûr Adieu Monsieur le Professeur. Racontez-nous un peu cette chanson. Il faut que vous sachiez que moi, je suis pas un très grand, un bon chanteur, ni un très grand compositeur de chansons ou de poète, mais je suis un visionnaire. Parce que j'ai écrit Adieu Monsieur le Professeur en mai 68, lorsque la totalité des collégiens et des lycéens traitaient, jetaient des pierres partout à tout le monde et voulaient faire une révolution. C'était épouvantable, et j'ai fait cette chanson pour montrer que je soutenais les enseignants. Voilà, les enseignants qui sont chargés d'enseigner, de transmettre les sciences et les lettres aux enfants. Les enseignants ne sont pas des éducateurs. Et le pauvre Samuel Paty a fait un travail d'éducation. Il n'était pas fait pour ça. On ne demande pas à un professeur qui a des enfants qui ont de 10-12 ans de faire de la politique. Alors, quand il a présenté ses caricatures, il a fait de la politique, il a choqué ses enfants, et ça a provoqué un drame épouvantable. Je suis désolé de vous dire ça, mais Samuel Paty est victime à la fois de l'islamisme, mais il est victime de la stupidité des ministres qui sont chargés de l'enseignement en France, parce qu'ils ont des enseignants, mais ils n'ont pas d'éducateurs. Les éducateurs, ce sont des gens qui prennent les enfants sur le terrain de football, qui leur apprennent à porter le vêtement de l'équipe, de respecter le règlement du sport et d'accepter la victoire ou la défaite. Voilà, c'est ça l'éducation. L'éducation, c'est pas intellectuel, c'est physique. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Camus qui dit tout ce que j'ai appris en philosophie, c'est sur le terrain de football que je l'ai appris. Merci Hugo Frey de nous avoir accordé cette interview pour la page culture du petit journal. Je le rappelle, vous êtes actuellement en tournée et vous serez très prochainement dans la Ville Rose pour nous présenter ce nouveau show. Merci Hugo Frey. Allez, bonne soirée. Merci à bonne vous. Soirée, merci. Allez, salut.